tout le monde. Donc, comme je vous disais, ravi de vous accueillir pour ce webinaire 1000 doctorants pour les territoires. On s'adresse aujourd'hui en fait à tout type d'acteurs CIFRE, à la fois des futurs doctorants et doctorantes, des laboratoires de recherche, des structures, associations, collectivités ou entreprises qui sont intéressés par la thèse CIFRE en collectivité ou en association. Et l'idée, c'est de vous présenter à la fois le dispositif CIFRE, les activités du programme 1000 doctorants, pour que vous compreniez comment est-ce qu'on peut vous accompagner. Et puis, on va avoir aussi un petit peu de témoignages, de retours d'expérience avec notre invitée Inès Delépine. Juste voilà, pour vous indiquer, donc on va enregistrer le webinaire, ça ne veut pas dire pour autant qu'on diffuse la liste des participants. Vous pourrez aussi regarder en termes de paramétrage que nous n'avons mis ni micro ni caméra, c'était un petit peu plus simple, voilà, ça évite des fois les parasitages de bruit qui peuvent arriver, et que la conversation est remplacée par un système de questions et réponses, donc c'est le petit onglet Q et NR qui est en haut dans le menu de Teams, dans lequel vous pouvez poser des questions et auxquelles on peut répondre directement, et vous pouvez les retrouver après. Donc c'est assez simple. On vous transmettra aussi la présentation à l'issue du webinaire, et on aura aussi des petits sondages, des petites questions qu'on vous posera de manière interactive avec Teams pendant le webinaire. Donc n'hésitez pas à nous faire signe s'il y a un problème. J'espère que vous nous entendez bien et que vous nous voyez également. Et on va pouvoir se présenter. Si on peut passer à la slide suivante. Voilà. Alors pour ma part, je suis Paul Gallet, je suis en charge du programme 1000 doctorants pour les territoires à ESAM Université. Plus pour très longtemps parce que je m'arrête dans quelques jours, et c'est donc Anna Omalhofer qui va prendre la suite. On a perdu le PowerPoint, Anna. Et Anna, je te laisse te présenter et ensuite présenter Inès dans la foulée. Bonjour, j'espère que vous m'entendez toutes et tous. Oui. Super. Merci à toutes et tous d'être là aujourd'hui. On est très heureux de vous voir aussi nombreux et nombreuses. Moi, c'est Anna Omalhofer. Du coup, je suis chargée de mission à 1000 doctorants pour les territoires depuis mars. Et c'est effectivement moi qui vais reprendre en cours le programme d'ici quelques semaines. Et Inès, je te laisse dire un petit mot pour te présenter, parce que tu es là à double titre. Bonjour, alors, ravie de participer à ce webinaire. Donc moi, effectivement, je suis doctorante en urbanisme et aménagement du territoire au sein de SNCF Immobilier depuis le 1er septembre 2022. Mon laboratoire de rattachement est géographicité. Et au-delà de cette thèse en CIFRE, je suis également déléguée générale du CNJU, donc du Collectif national des jeunes urbanistes, qui est partenaire de 1000 doctorants pour les territoires et dont on aura l'occasion d'évoquer quelques éléments en fin de webinaire. Voilà. Merci Inès. Anna, je ne sais pas où on en est avec le PowerPoint, si tu as réussi à le reprojeter. Ça ne devrait pas tarder. Voilà. C'est reparti. Alors, donc, comme je vous le disais, un déroulement assez simple, hein. Vous avez les étapes qui sont là. On vous a mis le contact de Anna Ouma si vous avez besoin de prendre ensuite date pour échanger plus longuement par la suite. Un petit peu de RGPD en bas. Et donc, comme vous allez le voir, en fait, on va démarrer assez vite le cœur du sujet. Anna, tu dis un petit mot peut-être des AME Université de 1000 doctorants, et puis après, on va vraiment parler surtout de la CIFRE. Ça marche, pas de souci. Alors, pour nous présenter un peu plus amplement, ESAM Université, qu'est-ce que c'est? Le programme 1000 doctorants, qu'est-ce que c'est aussi? ESAM Université, c'est qu'on appelle une communauté universitaire. Donc, on a un certain nombre d'établissements d'enseignement supérieur qui font partie de notre programme, de notre établissement, excusez-moi. Vous pouvez peut-être connaître le CNAM, les Arts et Métiers, l'École d'architecture de Paris-La-Villette. Tous ces établissements font partie de la communauté ESAM Université. Et le programme 1000 doctorants pour les territoires existe depuis maintenant 5 ans et est géré par les équipes des âmes dont Paul et moi faisons partie. Nos actions prioritaires, c'est vraiment la mise en relation, l'information sur la thèse CIFRE en collectivité et en association. Et on est spécialisé dans les sciences humaines et sociales, donc toutes les disciplines de l'économie, en passant par l'anthropologie, la géographie, l'urbanisme, l'aménagement du territoire, mais aussi le droit, etc., etc.
Pour vous donner un peu quelques chiffres, on sensibilise beaucoup de monde à travers des stands dans des forums, mais aussi des accompagnements et des sensibilisations auprès des laboratoires de recherche et des interventions dans les masters. Donc, on a eu 7000 personnes sensibilisées à peu près depuis 2018. Pas mal de sensibilisation en 2022 et sur l'accompagnement, on arrive jusqu'à 13 projets de TestCIF validés cette année en 2022. On vous reparlera un peu plus évidemment du processus de validation des TestCIF. Amis doctorants pour les territoires, on a un certain nombre de partenaires dans les territoires, dans les collectivités, mais aussi des partenaires institutionnels et associatifs que vous voyez juste ici sur le PowerPoint, dont fait partie le Collectif national des jeunes urbanistes, le CNJU, depuis maintenant juin 2022. Parfait. Merci, Anna. Alors, on va embrayer assez vite sur le dispositif CIF. On a prévu des petits sondages, comme je vous le disais. Donc voilà, on va voir si ça fonctionne bien. Normalement, là, je vais le lancer. Et vous allez avoir le sondage qui va s'afficher sur votre écran. Donc attention à ne pas cliquer à côté, sinon ça va le fermer. Et la question est très simple, c'est comment est-ce que vous avez eu connaissance du dispositif CIF? L'idée pour nous, c'est de savoir un petit peu quelles sont les sources de sensibilisation ou de premier contact avec la thèse CIFRE. Donc on le laisse ouvert un petit peu pendant quelques secondes, et puis comme ça, vous pouvez répondre. Une fois que c'est bon, vous envoyez votre réponse. Et a fortiori, vous pouvez voir les résultats qui s'affichent au fur et à mesure dans la foulée. Là, je vois que majoritairement, ça se fait en temps réel. La plupart des gens ont connu, ça s'équilibre un petit peu, mais le dispositif CIFRE à l'université, ce qui paraît assez logique, c'est peut-être un petit peu différent pour les acteurs publics et associatifs. Alors, on peut se garder un petit peu le sondage en parallèle. Donc, le dispositif CIFRE, qu'est-ce que c'est? C'est les conventions industrielles de formation par la recherche. C'est un programme qui a été créé, qui a fêté ses 41 ans l'an passé, donc qui a été créé, enfin ses 40 ans en 2021, donc qui a été créé en 1981. L'idée, c'était de rapprocher la sphère industrielle et la sphère de la recherche à travers des thèses qui seraient cofinancées par l'État et par des entreprises. Le principe est resté le même. Globalement, c'était une aide financière de 14 000 €, une subvention pendant 3 ans pour toute entreprise qui accueillerait un doctorant dans ses services afin de travailler sur un sujet qui est co-construit. Ça a été étendu depuis, donc on va parler un petit peu de qui est éligible, mais en gros les entreprises, les collectivités, les associations. Les constantes, c'est un salaire minimum tout de même qui est garanti pour le doctorant de 23 484 € brut non chargés. Donc si je ne me trompe pas, ça fait à peu près autour de 1 600 € net par mois. Donc c'est un salaire minimum, on le rappelle. Et en fait, la personne qui est embauchée en thèse, elle va se répartir dans le cadre de son contrat de travail de ces 35 heures entre la structure d'accueil et le laboratoire de recherche. Alors, la première année, vous passez un peu plus de temps sur le terrain et dans la structure d'accueil, peut-être 60-70%, la deuxième année 50-50 et la dernière année, plus de temps au laboratoire. À noter également que la thèse doit s'effectuer dans une entreprise de droit privé français, je vois une petite faute, mais on s'est trompé, c'est pas grave, privé et bien sûr, ou une structure située sur le territoire national. Donc il faut que la structure soit située en France, elle peut être internationale, mais elle doit avoir en tout cas une implantation en France qui répond aux exigences du droit français. Il y a quelques petits compléments qui sont proposés, quand vous pourrez cliquer sur les liens quand vous l'aurez en PDF par la suite. Alors après ça, là, on a vu les grandes lignes de la thèse CIFRE. Siana, tu peux juste me passer la slide suivante, s'il te plaît. Désolé, on fait pas mal de techniques, j'en profite pour boucler le sondage en même temps. Les conditions d'éligibilité pour la structure d'accueil, la structure qui va embaucher un doctorant ou une doctorante en thèse CIFRE. En France, on l'a vu. Privé, public ou parapublic. Sont donc éligibles les collectivités territoriales. C'est important de le retenir parce que en fait, ça exclut de fait l'État et les services de l'État déconcentrés. Les préfectures, les finances publiques, les ministères, les choses comme ça, simplement parce que c'est de l'argent d'État, la subvention, et donc l'État ne s'autofinance pas à travers le dispositif CIFRE. Un certain nombre d'établissements variés, publics, acteurs industriels et commerciaux, administratifs, des groupements d'intérêt public. Alors c'est un petit peu barbare comme ça, mais quand vous cherchez une structure ou que vous êtes une structure intéressée par la thèse, vous êtes vite heureux de vous retrouver dans cette liste. Ne sont pas éligibles les structures qui, vous voyez qu'on mentionne des articles du Code de la recherche et de l'éducation, c'est-à-dire que si vous êtes une structure dont la mission principale est une mission de formation, d'éducation ou de recherche, vous n'êtes pas éligible.
C'est-à-dire que si vous êtes une université, par exemple, une université, ça compte des milliers d'employés en règle générale. Vous pouvez imaginer que vous voulez recruter quelqu'un pour travailler sur, je sais pas moi, le bien-être au travail. Recruter quelqu'un en psychologie ou en sciences du travail. Et bah, vous pouvez pas, même si c'est juste pour travailler dans l'administration, parce que votre structure, son but, c'est quand même la formation et la recherche. Voilà. Donc il y a cette petite subtilité. Et bien sûr, la structure d'accueil est éligible si le sujet de recherche s'inscrit nettement dans son objet et son développement, c'est-à-dire que le sujet de recherche, il doit être cohérent en fait avec les activités de la structure d'accueil. Il doit avoir une forte dimension innovante en fait dans le sujet, pardon. Le but, c'est pas c'est vraiment de faire de la recherche ou de la recherche et développement, mais pas de creuser un sujet qui pourrait être très bien creusé par des personnes qui ne sont pas en thèse. On peut passer à la suite. Je vous rappelle, n'hésitez pas à poser des questions dans le petit onglet questions et réponses, Q et R. C'est là pour ça et on vous répond au fur et à mesure. Si vous êtes étudiant ou étudiante, comment ça se passe? Vous pouvez faire une thèse CIFRE à partir du moment où vous êtes diplômé de Master 2. Il est cependant possible de candidater pour une thèse CIFRE, de monter un dossier avant d'être diplômé, et puis la thèse commence une fois que vous avez obtenu votre diplôme, bien sûr, et vous fournissez les pièces avant de débuter. Mais c'est-à-dire que si vous êtes en Master 2, vous êtes une structure qui emploie un stagiaire de Master 2, vous pouvez tout à fait commencer à envisager la CIFRE et à préparer le dossier avant la fin du Master. Pas de condition d'âge ou de nationalité, donc vous pouvez être en retraite et si vous n'avez pas encore de doctorat, faire une thèse CIFRE. Vous pouvez également être un étudiant étranger et sans difficulté prétendre également à la CIFRE. Il faut en revanche être primo-doctorant ou doctorante, donc c'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir déjà de thèse. C'est vraiment pour des gens qui n'ont pas encore fait de thèse. Et surtout, là, c'est les deux éléments qui sont importants. Retenez-les bien parce que c'est vraiment un aspect administratif crucial. Il ne faut pas avoir été embauché dans la structure d'accueil, ses filiales ou succursales, sur une durée cumulée de plus de 9 mois, au moment où la NRT, l'Association nationale recherche technologique qui gère le dispositif CIF pour le compte de l'État, reçoit le dossier. Donc, c'est-à-dire que, imaginons que vous avez été embauché en CDD pendant 1 an dans une boîte. Au bout de 6 mois, ils se rendent compte qu'il y a un super projet de thèse CIFRE à faire avec vous. Il vous reste 3 mois pour déposer votre dossier. Au-delà, vous aurez dépassé la limite des 9 mois. Et pareil, si vous avez travaillé avec eux il y a 5-10 ans, même si c'était 3 contrats de 6 mois comme ça, à partir du moment où vous dépassez ce délai, c'est trop tard, donc soyez vigilants. Et ça n'inclut pas tout ce qui est apprentissage, stage, contrat saisonnier. Pareil, si vous avez, je sais pas moi, travaillé dans le périscolaire avec la cantine des écoles de la ville dans laquelle vous habitez et que ensuite vous souhaitez travailler avec eux pour bosser sur l'innovation, il n'y a aucun souci là-dessus. Et parce que c'est des champs qui sont très différents sur des choses un peu proches des contrats saisonniers. Alors, je vois que Elisa Soyer a levé la main. On n'a pas activé les micros et les caméras, donc Elisa, n'hésitez pas à poser vos questions dans, dans l'espace Q&R plutôt. Merci. Et ne pas être inscrit en thèse depuis plus de 9 mois. Donc, ce qu'on vous suggère, c'est de vous inscrire à l'école doctorale uniquement une fois que vous avez déposé le dossier de thèse CIFRE. Alors, je pense que Inès pourra nous en parler un petit peu plus clairement, mais évidemment, c'est pas facile. On a des écoles doctorales qui sont parfois un petit peu psychorigides, qui vont pas forcément vous laisser vous inscrire à tout moment. Donc, il faut en discuter avec eux à l'avance pour connaître les conditions d'inscription et pas risquer de se faire avoir parce que, imaginons que vous vous inscrivez, vous déposez votre dossier, on attend 3-4 mois que ce soit validé, ça ne fonctionne pas peut-être, alors on refait un dossier et là, hop, vous êtes inscrit depuis plus de 9 mois, ça peut aller vite. Il faut donc éviter ces situations. Anna, si on peut passer à la slide suivante, s'il te plaît. Merci beaucoup. Et enfin, côté laboratoire, là, c'est très simple. La personne qui va diriger votre thèse doit avoir son HDR, la fameuse habilitation à diriger des recherches. Il faut que le laboratoire soit rattaché à une école doctorale. Vous vous inscrivez donc à l'école doctorale. Et ensuite, il y a tout un tas de combinaisons possibles, parce que bien souvent, dans les thèses et dans les thèses CIFRE, elles n'y échappent pas. On a des besoins de co-encadrement, parce que vous faites appel à 2 disciplines, parce que vous voulez avoir une personne qui est plus spécialisée. Et donc là, vous pouvez avoir 2 encadrants avec leur HDR, vous pouvez avoir un encadrant HDR et l'autre qui n'a pas son HDR, vous pouvez avoir une co-tutelle avec l'international, donc quand même vous êtes assez libre de faire ce que vous voulez. Et c'est bien, et c'est très bien vu si le sujet le nécessite de faire un co-encadrement ou une co-direction pour avoir vraiment l'encadrement issu de 2 disciplines. Alors, un petit peu avant, on a prévu un autre sondage, cette fois-ci c'est pour voir si vous aviez à peu près retenu les conditions d'éligibilité pour les structures CIFRE.
on va lancer un autre sondage qui est plutôt sous forme de quiz que je vais rouvrir là. Et on vous propose de cocher les structures que vous pensez être éligibles pour accueillir une thèse CIFRE. Alors oui, c'est un petit peu technique, mais on va rentrer dans le détail après. Donc toute structure pour laquelle vous pensez que la thèse CIFRE est possible, vous les cochez et ensuite vous envoyez les résultats. Désolé pour ceux qui viennent d'arriver et qui ont loupé les explications sur l'éligibilité des structures. Et ensuite, on va débriefer, expliquer qui est éligible et pourquoi. En attendant, Paul, on a une question de Mathieu qui nous demande si les organismes de formation professionnelle sont exclus du dispositif CIFRE. Alors, c'est une bonne question. Il me semble que non, parce qu'on est sur de la formation professionnelle, justement. Je crois que notamment, par exemple, l'AFPA, bon, c'est pas mal penché sur la question. Après, je ne connais pas leur statut exact, mais non, on a par exemple une thèse CIFRE qui a été montée avec une association qui fait de la formation et de l'apprentissage de la langue pour des adultes. Donc, voilà, peut-être il y a besoin d'un peu de cas par cas, mais globalement, c'est faisable. Faut juste s'assurer que ce n'est pas une structure qui dépend directement de l'État. Alors, je vois qu'il y a pas mal de questions qui commencent à arriver. Je ne sais pas si vous avez les résultats qui s'affichent en même temps, vous aussi. Pour vous donner quelques éléments de réponse, une communauté urbaine, oui, tout à fait. C'est ce qu'on appelle un établissement public de coopération intercommunale. Des villes de taille moyenne, Le Peu, par exemple, communauté urbaine Grand Poitiers, communauté urbaine de La Rochelle peuvent embaucher des docteurs en CIFRE. Un centre hospitalier universitaire, là, c'était un petit piège. Si on était dans un centre hospitalier régional, un CHR, il n'y aurait pas eu de problème. Mais comme c'est un CHU universitaire avec des fonctions de recherche, ce n'est pas possible. Une association loi 1901, c'est possible sans problème. C'est une association traditionnelle. Une préfecture de département, ce n'est pas possible. Une coopérative, c'est bien sûr possible. Une ONG basée à l'étranger, ce n'est pas possible, à moins qu'elle ait une filiale en France. On peut avoir une thèse, j'imagine, dans la filiale française d'Amnesty International. Et le musée municipal, là aussi, petit piège, c'est en effet éligible. Si c'était un musée national qui dépend du ministère de la Culture, en fait, ça n'aurait pas été éligible. Donc voilà, il y a une petite gymnastique à avoir. Si vous avez un doute sur l'éligibilité des structures, il faut s'adresser à 1000 doctorants et on voit avec vous ce qui est faisable. Donc très rapidement, pour terminer sur cette partie-là, comme tout le monde n'est peut-être pas très familier du domaine des collectivités territoriales et de l'associatif, on va vous donner quelques éléments sur comment ça se passe. Donc les collectivités territoriales, c'est toutes ces structures publiques qui fonctionnent avec des élus, des conseils municipaux, intercommunaux, une assemblée de départements et ainsi de suite, et qui en fait se partagent des compétences dans l'exercice de diverses fonctions. Alors on connaît bien en général les communes, les départements, les régions. On connaît un peu moins les intercommunalités, les EPCI qu'on a cités tout à l'heure, alors qu'elles ont beaucoup de compétences. Et puis, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a plein de petites structures auxquelles on ne pense pas forcément, mais qui existent et qui peuvent être intéressées par des projets de thèse CIFRE. Alors, les syndicats intercommunaux, on a une thèse avec un syndicat qui gère le ramassage des déchets. Il travaille sur le zéro waste, comment est-ce qu'on sensibilise et agit avec les populations pour passer à une pratique de zéro déchet. On a des syndicats mixtes, des parcs naturels régionaux qui travaillent à la fois sur le patrimoine, sur l'environnement, sur la culture, donc vraiment beaucoup d'éléments, et des établissements publics, les chambres consulaires par exemple, c'est-à-dire les chambres d'artisanat et des métiers, la chambre d'agriculture, chambre de commerce et d'industrie. Tout ça, c'est des structures qui sont éligibles à la thèse CIFRE, donc il ne faut pas hésiter à aller se renseigner du côté de ces acteurs-là. Et comme vous pouvez le voir ici, ils se partagent un certain nombre de compétences. Donc, en fonction des thématiques qui vous intéressent, vous allez vous tourner vers telle ou telle structure. Et puis, il y a des compétences qui sont partagées. Simplement, les acteurs à différents niveaux vont faire des choses un petit peu différentes. L'important, c'est d'aller voir si vous voyez des structures qui font des choses qui vous plaisent et si ça correspond à vos attentes et inversement. Si vous êtes une collectivité qui souhaite développer telle ou telle compétence, allez vous tourner vers des disciplines qui paraissent faire un écho favorable à ça. Alors Anna, je crois que c'est toi qui prends la suite. Tout à fait, merci beaucoup Paul. N'hésitez pas à poser vos questions. Encore, on est là pour vous répondre. On va passer à une autre partie maintenant pour vous présenter le programme 1000 doctorants pour les territoires qu'on pilote avec Paul et comment ça fonctionne si vous avez besoin d'informations ou d'accompagnement sur le projet de thèse CIFRE. Alors, très concrètement, il y a plusieurs façons d'aborder le projet de thèse CIFRE.
quand vous êtes une collectivité territoriale, que vous avez pris connaissance du programme, il ne faut pas hésiter à venir nous envoyer un mail. On se fait une visio et on vous parle un peu plus de la thèse CIFRE et on identifie avec vous quels pourraient être les sujets et donc potentiellement les laboratoires concernés par les sujets que vous voulez traiter autour d'un programme, un projet de recherche en CIFRE. Si vous êtes un étudiant en Master 2, on en parlera un peu plus tout à l'heure avec Inès puisque c'était son cas, il faut que vous réfléchissiez dès maintenant à la structure qui va vous prendre en stage et si vous êtes en stage, est-ce que la structure peut ensuite potentiellement réfléchir avec vous à un sujet de thèse CIFRE et continuer avec vous sur la thèse CIFRE. Si vous êtes un acteur associatif, c'est tout à fait la même chose. N'hésitez pas à nous contacter. Très concrètement, 1000 doctorants, je vous en reparlerai un peu plus tout à l'heure, mais c'est plusieurs choses. Une plateforme sur Internet qui vous met en relation avec des acteurs dans les territoires ou avec des étudiants qui sont potentiellement vos futurs doctorants en collectivité ou en association. Vous nous envoyez votre projet de thèse, on en rediscute ensemble, on vous permet de le déposer sur notre plateforme de façon tout à fait gratuite et ensuite ça vous met en lien avec des personnes qui sont intéressées par votre projet de thèse. Ça, on le fait à double titre puisqu'on a aussi maintenant LinkedIn, notre réseau social de référence, qui vous permettra de valoriser votre projet de thèse et de chercher des acteurs. Ensuite, on va travailler avec vous sur votre cartographie d'acteurs. C'est-à-dire qu'il va falloir identifier très concrètement, en fonction de ce que vous a présenté un peu plus Paul, les compétences des collectivités, quelles associations, quelles collectivités, à quel échelon il va falloir aller taper à la porte pour identifier des structures qui vous prendraient en thèse CIFRE. Évidemment, nous, on a un certain nombre de projets de thèse qui ont été mis en place avec 1000 doctorants et autres. Donc, on connaît les interlocuteurs et on peut aussi vous mettre en réseau dans ces situations. Donc, on vous accompagne vraiment sur la cartographie des acteurs. Ensuite, vous pouvez avoir déjà votre projet écrit, votre directeur de thèse. Dans ces cas-là, vous mettez sur la plateforme 1000 doctorants et nous, on vous aide vraiment à faire le lien. Si vous êtes une collectivité, on vous aide aussi à relire votre projet de thèse, évidemment, et à co-construire ce projet-là. Ensuite, il ne faut vraiment pas oublier que la thèse CIFRE, c'est une démarche collective. Une fois que vous avez trouvé votre structure, celle qui va vous accueillir, on est aussi là pour faire une sorte de médiation entre les différents acteurs. C'est-à-dire qu'on va s'assurer que la structure remplit bien toutes les conditions au niveau de l'encadrement, des financements. Dans une collectivité, il faut évidemment, par exemple, typiquement passer l'information, voter l'information de l'accueil d'un doctorant en CIFRE au conseil municipal, en conseil d'administration pour une association. Donc, il ne faut vraiment pas oublier qu'il y a un certain nombre d'étapes avant la validation du projet de thèse. Pour ceux qui n'étaient pas là au début, le schéma vraiment assez classique dans le projet de thèse CIFRE, c'est un étudiant qui cherche une structure, qui a son directeur, sa directrice de thèse, qui vient vers nous. Il trouve une collectivité qui est partante, on fait quelques réunions ensemble, on reconstruit le sujet, puisque l'idée, c'est vraiment que le projet de thèse ressemble et rassemble les différentes visions pour chacun des parties. Et puis, ce projet de thèse, qui fait une dizaine de pages en général, plus des lettres d'engagement de chacun des parties, ce projet de thèse, il va être déposé sur la plateforme de l'ANRT, à ne pas confondre avec l'ANRT, donc l'Association nationale recherche technologie, qui va faire une expertise scientifique avec des enseignants bénévoles sur votre thématique, sur votre projet de thèse, et va valider ou non votre projet de thèse CIFRE. Ça prend en moyenne ce temps 3 à 4 mois, donc il faut bien prendre en compte ces délais. Même si, voilà, si vous sortez de master, il ne faut pas oublier que la thèse CIFRE, même si vous avez commencé à la co-construire dès le début, dès votre stage, ce ne sera pas immédiat. Il faut attendre votre diplomation, etc. etc. Donc, trouver un partenaire et ensuite faire connaître son projet à travers la plateforme 1000 doctorants pour les territoires. Et nous, on vous accompagne évidemment jusqu'au dépôt du dossier. Donc, ça, c'est notre mission un peu principale à 1000 doctorants. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose, Paul? Non,
peut-être si, enfin, pour les collectivités qui sont présentes ou les associations, aussi préciser un petit peu comment ça se passe. On a beaucoup, enfin, voilà, n'hésitez pas à nous appeler quand vous êtes en recherche, à nous écrire, quand vous ne savez pas trop par où démarrer, parce que en fait, bien souvent, on a des offres qui passent pas toujours par la plateforme. Donc, on peut vous dire, bah, attendez, on a quelque chose qui se monte, mais là, voilà, on a un candidat ou une candidate, ou alors inversement, on a quelqu'un qui est prêt. Donc, vous fiez pas qu'à la plateforme, même si elle fonctionne bien pour ça, parce que les offres partent vite aussi, en fait, quand il y a une offre collectivité, par exemple. Et pour les collectivités, on essaie d'être surtout présent pour vous aider à faire émerger un peu la fiche projet. Ça nous est arrivé de participer à des entretiens pour le recrutement ou à donner des conseils. Une fois qu'on a toutes les parties, on fait des réunions pour rappeler un petit peu les grands enjeux de la préparation de la CIFRE et de son déroulement. Donc, on essaie de vous accompagner vraiment jusqu'à ce que la CIFRE soit bien lancée sur les rails et que ce soit garanti de manière équilibrée pour tout le monde. On est assez vigilant à ça, à ce que tous les points soient clairs dès le début et qu'il n'y ait pas de surprise par la suite. On a aussi, des possibilités de vous envoyer des modèles pour les contrats. C'est souvent ce qui est demandé du côté collectivité. C'est des choses qu'on peut vraiment faire, ou si vous avez des questions un peu techniques sur le montage de dossier, hésitez pas à revenir vers nous. On saura vers qui vous, amener si nous-mêmes nous n'avons pas la réponse, notamment l'ANRT qui est, pour vous aussi, si vous êtes, en projet de test CIFRE, vraiment un interlocuteur, absolument, important pour vous. Notamment si vous avez des problématiques par rapport à l'éligibilité de vos structures d'accueil et que nous n'avons pas la réponse, puisque c'est parfois des cas très, très, très précis. Il faut envoyer un mail à l'ANRT, ils vous répondront dans les meilleurs délais. Je vous propose, du coup d'écouter une petite vidéo d'une doctorante, Sarah, que nous avons accompagnée, à 1000 doctorants pour les territoires, qui est, du coup dans une communauté de communes Bastide-de-Lomagne, et ça vous montrera un peu plus aussi, quels sont les différents acteurs impliqués dans le projet, de thèse. Sarah a commencé en 2021 et cette vidéo a été réalisée à l'occasion des 5 ans du programme. Donc on fête nos 5 ans cette année et on remercie, notre partenaire, Territoires Audacieux, donc d'avoir réalisé ces vidéos pour 1000 doctorants. On va lancer la vidéo, vous me dites si vous entendez, le son. J'ai pas de son pour ma part. Je pense que peut-être on peut pas se permettre de faire un partage de son avec, avec Teams, à moins qu'il soit mute de base. Mais c'est pas grave, je propose on a sous-titré la vidéo, donc ça vous donnera un aperçu. Et après, vous pouvez la retrouver sur la chaîne YouTube de 1000 doctorants pour les territoires. De l'ESAM Université, plutôt.
va peut-être s'arrêter là, Anna, pour la vidéo, parce que c'est vrai que sans le son, c'est un petit peu plus long. On voulait quand même que vous voyiez aussi le témoignage du président de la communauté de communes. Ce qui est intéressant à voir là-dedans, c'est que Sarah, c'est elle qui allait démarcher en fait cette collectivité pour travailler avec eux. Ça a pris un peu de temps pour se mettre en place, pour convaincre, mais bon, là, on en est à 1 an de la thèse et je ne crois pas qu'ils aient regretté de s'être lancés dedans. Ça couvrait pour eux, il y avait quand même voilà, une demande, hein, ils expliquaient d'avoir un travail de fond, à la fois opérationnel, mais aussi de réflexion sur des sujets qui les concernent. En l'occurrence, ils travaillent donc sur l'arrivée de nouvelles populations et comment se configurent les sociabilités entre ces différents groupes de population. Et il y avait vraiment finalement, enfin, pour eux, c'était pas une demande de faire appel à la CIF, mais en tout cas, ça a été une bonne surprise et ils ont été ravis de s'engager dans la voie alors que ça ne faisait pas partie de leur stratégie initiale. On a prévu deux petits sondages à nouveau, enfin deux petits quiz plutôt, avant de passer à une partie un peu plus témoignage avec Inès. On ne l'a peut-être pas précisé au début, mais c'est important de le dire, c'est que nous, on accompagne des tests chiffres en sciences humaines et sociales et en collectivité, en association. Euh, Quand on a évoqué la thèse CIFRE, et au début, vous avez pu comprendre qu'en fait, le dispositif, quand même, il y avait voilà, un aspect très sciences fondamentales et industrie, entreprise industrielle au départ. Et ben, ça a quand même pas mal évolué. Euh, Nous, on travaille beaucoup pour ça. Donc, une première question pour vous demander, selon vous, quelle part des chiffres représentent les sciences humaines et sociales en 2018? Évidemment, le chiffre évolue un petit peu, mais à votre avis, en 2018, quelle était la part de chiffres qui ont été faites en sciences humaines et sociales? Sachant qu'effectivement, le reste des chiffres se font du coup dans ce qu'on appelle les sciences dures, soit dans des grosses entreprises ou des PME, petites et moyennes entreprises, qui ont l'habitude de ce type de dispositif et qui, pour information, disposent du CIR, donc Crédit Impôt Recherche, dont ne disposent pas les collectivités. Ça, c'est important de le rappeler. Il y a des petites subtilités, par exemple, les SCOP bénéficient du CIR, mais pas les collectivités territoriales. Donc voilà, c'est des informations aussi qu'on peut vous donner quand vous êtes dans des situations un peu spécifiques. On vous laisse encore quelques secondes pour répondre à la question Comme et ça, on va vous vous donner découvrez. la réponse. Ouais. De toute façon, la réponse s'affiche, il me semble, automatiquement, je crois, une fois qu'on a validé. Mais de toute façon, il ne faut pas tergiverser trop longtemps. Alors, je vois que pas mal de gens penchent sur un 18%. Non, vous pouvez voir, c'est quand même un peu plus que ça, parce qu'on est sur 28%. Donc, c'est pas encore le tiers, mais c'est pas loin, peut-être bientôt du tiers des thèses cibles qui se font en sciences humaines et sociales. Et c'est aussi un très bon signe parce que 1000 doctorants pour les territoires existe justement pour favoriser l'insertion professionnelle des diplômés en sciences humaines et sociales. C'est ça la justification de notre existence et de son financement par le ministère. Donc c'est assez important. On est ravis de voir que ce chiffre progresse d'ailleurs, hein, il progresse chaque année. Et maintenant, deuxième partie du quiz. Selon vous, dans ça y est, c'est déjà parti. Selon vous, quelle part, justement, de chiffres en sciences humaines et sociales sont signés au sein d'associations ou de collectivités territoriales? Sachant qu'encore une fois, ça peut être dans d'autres structures que vous pouvez faire votre chiffre en sciences humaines et sociales, notamment si vous avez des questions par rapport à tout ce qui est insertion en chiffres dans des entreprises, des PME, des startups, dont ce n'est pas notre spécialité, n'hésitez pas à aller vers un de nos partenaires qui s'appelle l'ADCIFRE SHS. L'ADCIFRE SHS, c'est l'association des doctorants en chiffres et en sciences humaines et sociales qui ont voilà, une large palette de disciplines et de structures d'accueil au sein de leur réseau. Donc, n'hésitez pas à les contacter de notre part. Pour le résultat, eh ben, c'est plutôt pas mal. Effectivement, on est sur du 20% qui sont signés avec des associations ou des collectivités territoriales. Il y a quelques années, c'était moins important. Donc, on voit qu'il y a quand même aussi une sensibilisation importante qui a été faite du côté des acteurs publics pour accueillir la recherche au sein de leur structure et de leur territoire. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée, c'est vrai on avait 56 tests chiffres qui ont été validés en collectivité ou en association en 2016, pour peut-être, je pense, 1400 chiffres la même année au total. Donc ça faisait vraiment pas beaucoup, 56. Et quelques années après, en 2021, on est à 140.
Donc on a plus que doublé. Je pense que le chiffre augmente en 2022 également. Il faudra avoir la confirmation de la NRT là-dessus, mais ça a bien augmenté. On est bon sur le timing, hein, Anna, il nous reste une vingtaine de minutes. C'est du temps qu'on va consacrer à discuter avec Inès plutôt. Ça marche. Je vous présenterai peut-être rapidement à la fin la plateforme, mais je voulais déjà un peu plus présenter en détail. Alors du coup, on a vraiment beaucoup de chance aujourd'hui d'accueillir Inès Delépine, qui est avec nous en vidéo et qui est doctorante en urbanisme. De toute façon, je vais te laisser te représenter un peu plus amplement, Inès. Doctorante en urbanisme et en CIFRE au sein de SNCF Immobilier, et elle est aussi déléguée générale du CNDU, du Collectif national des jeunes urbanistes, qui est partenaire de 1000 doctorants. Merci Inès d'être là déjà. Je pense que tu nous entends. Eh ben, merci à vous de m'avoir conviée à ce webinaire. C'est super. Est-ce que vous voulez que je commence à me présenter déjà et puis ensuite on enchaîne? OK, Carrément. ça marche. Alors du coup, moi je vais faire alors non pas un pas de côté énorme, mais effectivement donc ma thèse n'est pas, je ne réalise pas ma thèse dans une collectivité locale à proprement parler, mais dans un établissement anciennement EPIC, qui est la SNCF, qui est désormais une société anonyme, mais à 100% capitaux publics, et donc qui de ce fait a une certaine tradition en fait d'accueil de doctorants en CIFRE. Alors avec une grande part effectivement de ce qu'on appelle les sciences dures, mais avec une part aussi non négligeable de doctorants en sciences humaines et sociales, et qui de ce fait a un certain process par rapport à le montage d'un dossier CIFRE, le suivi CIFRE. Mais je pense qu'après on en reparlera de toute façon dans le fil de la discussion. Peut-être pour vous situer, effectivement, moi je suis titulaire d'un master en urbanisme et aménagement à Paris 1, Panthéon-Sorbonne. J'ai fait lors de mon master 2 un parcours qu'on disait recherche professionnelle, c'est-à-dire que c'était un juste équilibre en fait entre un parcours purement recherche qui permet de finaliser son master et un parcours purement professionnel dont le but in fine est l'insertion professionnelle. Donc j'ai réalisé à la fois un stage de fin d'études, un atelier professionnel pour un commanditaire extérieur, et en même temps je pouvais réaliser donc un second mémoire de recherche. Et donc pourquoi je situe ça, c'est parce que ce stage de master 2 m'a permis en fait de proposer un sujet de recherche, un sujet de thèse à mon entreprise actuelle, donc qui est SNCF Immobilier. Et on a pu co-construire en fait ce sujet tout au long de mes 6 mois de stage, qui ont débouché sur la production d'une première proposition de sujet de thèse avec un descriptif. Et puis on a continué à en discuter pendant l'année, un peu moins de l'année qui a suivi, et ce qui m'a permis donc d'être diplômée en novembre 2021 de mon master et d'avoir enchaîné et débuté ma thèse CIFRE le 1er septembre 2022. Voilà pour vous situer un peu aussi les échéances. Je ne sais pas, est-ce que vous voulez qu'on enchaîne plus spécifiquement sur comment on construit son sujet? Peut-être que tu peux nous expliquer effectivement comment se sont déroulés les échanges, qui y avait au sein de ces différents moments de réflexion pour co-construire le sujet thèse, d'où tu es partie et où est-ce que tu en es arrivée 1 an et demi après? Tout à fait. Alors, peut-être juste pour resituer, parce qu'on pourrait se demander, mais pourquoi tout de suite avoir pensé à la thèse CIFRE? Alors, pour resituer, il y a quand même plusieurs dispositifs, hein. On peut faire une thèse avec une bourse doctorale. Alors moi, d'emblée, c'était pas mon choix. Quand bien même j'ai candidaté à une bourse doctorale, j'ai fait un oral, enfin voilà. Moi, j'étais assez résolue pour poursuivre mes premières expériences à la fois de recherche et professionnelle. Et donc, c'est pour ça que très rapidement, en fait, en intégrant mon stage de master, j'ai voulu aiguiller, en fait, enfin, discuter avec ma responsable de l'époque sur l'idée de pouvoir poursuivre les sujets sur lesquels j'étais en train de travailler pour construire un projet de recherche, et du coup alimenter aussi les réflexions en cours au sein de SNCF Immobilier. Et ce qui était très intéressant et vraiment une source précieuse, c'est que d'emblée, donc, mes interlocuteurs étaient intéressés par cette idée de thèse en CIFRE, et j'ai eu l'occasion en fait de faire un premier canevas de ce que pourrait être cette thèse. Alors tout d'abord en discutant avec mes directrices de recherche qui étaient, enfin, à l'époque pas mes directrices de recherche, mais mes encadrantes côté tout simplement formation, et qui m'ont permis d'élaborer un canevas que j'ai ensuite mis
à la discussion au pot commun en fait côté entreprise. Et puis après, j'ai pu rencontrer différentes personnes au sein de l'entreprise pour essayer aussi d'amender en fait cette proposition de recherche. Et ce qui était très précieux, très honnêtement, alors c'était pas chronophage du tout, hein, c'était des sortes de cafés préparation de thèse, si on peut dire, où j'arrivais avec un petit descriptif de quelques pages et puis je leur disais voilà, moi j'ai envie de faire, de continuer sur ce sujet. Alors effectivement, j'ai pas resitué l'intitulé de ma thèse, mais moi je travaille sur les stratégies foncières et immobilières des entreprises ferroviaires en Europe. Et donc, je souhaitais émettre une comparaison entre ces différents opérateurs. Et donc, d'emblée, c'est quel opérateur on choisit. Et très simplement, de discuter avec ces gens en interne au sein de la SNCF, c'était très précieux pour construire ce protocole de recherche, les sujets, les thématiques, et choisir aussi les opérateurs. Est-ce que, du coup, tu parles du temps que ça t'a mis, au niveau, réflexion et co-construction du projet de thèse? Oui, Heu, on sait que c'est un peu spécifique à la SNCF. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu la spécificité de la SNCF par rapport à d'autres collectivités pour que tout le monde tout à comprenne fait. aussi qu'il y a différentes dispositions et que, toutes les chiffres, vraiment sont assez spécifiques? Tout à fait. Alors, et il faut bien avoir en tête effectivement que c'est un recrutement à part entière côté SNCF. Il faut en avoir conscience parce que c'est très enfin, c'est encadré, donc il y a un processus, à suivre en quelque sorte. Et ce qui se passe, c'est que du coup, on notifie un responsable, alors, heu, enfin, tout d'abord, ce qu'il faut aussi bien avoir en tête, c'est on peut soi-même aller solliciter des personnes au sein de la SNCF enfin, là, en l'occurrence, que j'avais identifiées, leur proposer un sujet de recherche, mais il y a aussi des bourses. La SNCF, sur certains sujets, comme des offres d'emploi, en fait, va lancer des bourses en disant: «Nous, on voudrait travailler sur tel sujet», comme en fait, vous pouvez le faire, via 1000 doctorants, des collectivités qui ont envie de travailler sur tel sujet, qui font un appel, en fait, à candidature. Moi, du coup, c'était plus sous l'angle co-construction lors du stage. Et ensuite, ce qui se passe après, c'est que pour la SNCF, il y a un comité, qui est appelé d'experts scientifiques, si je ne me trompe pas, peut-être que c'est pas le terme exact, mais qui évalue en fait cette première proposition de recherche, donc à la fois sous son aspect calendaire, est-ce que voilà, c'est faisable en fait dans une thèse de 3 ans, sur les aspects scientifiques, en se disant, d'accord, là, il y a des références qui sont pertinentes et puis sur l'apport que ça peut constituer pour l'entreprise SNCF en tant que telle. Et après, c'est ce comité d'experts viennent en fait effectivement à une phase qui, je pense, est spécifique aux grandes entreprises comme SNCF, où je sais aussi que c'est semblable côté RATP, qui est une phase de recrutement via, bon, pour le coup, des tests psychologiques, des entretiens avec un psychologue et puis aussi une mise en situation. En fait, on essaie d'évaluer le profil du candidat CIFRE, disons de manière générale. Et puis ensuite, vient le moment du dépôt, sur la plateforme ANRT qui je me permets de préciser, va bientôt changer d'interface, voilà et qui du coup, est fait alors là, ce qui est important effectivement et ce qui n'est pour avoir des retours d'expérience d'autres personnes en CIFRE et le propre de ce genre de structure est vraiment fait avec les ressources humaines, enfin les qui vous aident en fait à constituer ce dossier avec des pièces donc typiquement apporter, des justificatifs bancaires, enfin voilà, d'entreprise. Tout ça, c'est vraiment en synergie. Et puis, la particularité, c'est que il y a une direction en fait recherche et innovation qui est vraiment chargée du suivi des thèses de CIFRE. Voilà, donc effectivement, c'est une particularité. Pour autant, je pense que faut pas non plus avoir peur en fait de ce mastodon administratif parce que, comme vous le disiez, il y a aussi des modèles qui existent à la fois sur le site de l'ANRT, sur la DSCIFRE, du coup l'association, et vous aussi vous en proposez sur un canevas en fait, parce que ce qu'on dit alors je ne sais pas si si vous m'interrompez, si vous voulez que je précise des points en plus particuliers, mais c'est qu'il y a quand même 3 documents, hem, 3 documents, La structurants en fait. la question que j'allais te poser, Voilà, à ton avis, dans le projet de recherche, quelles sont les pièces les plus importantes, vraiment ouais, à bien réfléchir en amont et à co-construire? Je pense que tu allais, enchaîner sur le calendrier notamment, mais voilà, il faut pas oublier ces parties-là. tout à fait. Alors du coup, juste pour resituer, quand on parle de montage, de chiffres, effectivement, il y a quand même 3 éléments, 3 j'ai envie de dire, documents, alors dont 2 qui sont vraiment contractuels à avoir en tête. Et après je reviendrai effectivement comme tu le souhaites Anna sur, comment on monte vraiment ce document-là. C'est à la fois le dossier NRT, donc qui comprend un ensemble de pièces, donc à la fois le projet de recherche,
un CV, également donc, des lettres d'engagement de la direction de thèse, côté scientifique, et de l'entreprise. Et puis, il y a d'autres documents complémentaires. Et deuxièmement, il y a le contrat de travail qui est vraiment du propre chef, enfin, qui est discuté entre l'entreprise et le doctorant, une fois que la thèse a été acceptée, et le contrat de collaboration qui, lui, est entre le laboratoire ou son représentant CNRS, et puis vraiment l'entreprise, et donc qui, lui, est un document où on discute des propriétés intellectuelles, ce genre de considérations. Sur le dossier NRT à proprement parler, je pense vraiment que c'est une démarche assez itérative. C'est-à-dire qu'on commence avec un document, un peu une matrice, en fait, entre guillemets, avec des grandes catégories sur le contexte, l'état de l'art, le pourquoi du comment, en fait, quels sont disons, les impensés, d'une certaine manière, dans le champ de recherche que vous souhaitez investiguer. Et puis après, des hypothèses, enfin voilà, on construit une réflexion et surtout, on y ajoute effectivement un calendrier. C'est important parce que la NRT, de toute façon, demande en fait à ce que vous y apposez un calendrier précisant comment vont se dérouler ces 3 ans. Et ce qui est là, effectivement, entre en jeu, c'est vraiment cette idée de co-construction avec la direction, votre direction de thèse et le côté entreprise, notamment l'encadrant professionnel, parce qu'en fait, on parle de livrable. Et alors, ça peut faire un peu peur, je pense, le terme de livrable. Faut vraiment pas, enfin, en tout cas, selon moi, faut vraiment pas en avoir peur. Ça peut prendre des formats très variés. Ça peut aller comment dire, on peut dire qu'on va faire une sorte de note synthétique sur un sujet et puis des fiches de lecture sur des sujets, des projets qui peuvent intéresser l'entreprise. Ça peut aller dans l'organisation aussi de café-débat. Il ne faut pas oublier aussi que le rôle d'un doctorant CIFRE, donc c'est avant tout de mener sa thèse, je tiens quand même à le préciser, dans l'entreprise. Et donc, ce n'est pas un chargé de projet, ce n'est pas un chef de projet, mais il a, j'ai envie de dire aussi, ce rôle d'intermédiation entre le monde de la recherche et le monde de l'entreprise. Donc c'est pour ça que les livrables peuvent aussi être de dire je vais organiser des cafés débats, des cafés recherche, où je vais inviter des gens, des chercheurs extérieurs. Voilà. Donc, Merci Inès. Je Merci me Inès. permets juste pour oui, pas de compléter, souci. parce que comme on a dit pas mal de choses d'un coup, je voulais dire par rapport à ce que tu disais au début sur le process de recrutement. Alors, c'est vrai que bon, une thèse CIF, il y a souvent un process de recrutement qui est celui d'un recrutement traditionnel, en fait, même si, bien évidemment, le contenu n'est pas parfaitement identique. Ça dépend aussi de comment ça se compose. Toi, Inès, tu as une démarche très proactive, tu étais en stage, la thèse CIF a commencé à émerger, le projet, pendant que tu étais en stage, donc ça a pu se construire au fur et à mesure. On a vu qu'il y a eu quand même un processus de recrutement solide, quoi, et assez abouti. On a des fois des cas de figure où les 3 partenaires se rencontrent et il n'y a pas du tout de process de recrutement à proprement parler, en fait, hein. Ça se fait, voilà, le projet est présenté éventuellement aux élus de la collectivité, au conseil d'administration de l'association, le labo valide et ça se fait un peu tout seul. Et d'autres, à l'inverse, où les collectivités nous disent, bon, bah, nous, on veut travailler, je ne sais pas, sur la question de l'alimentation, par exemple. On ne sait pas encore qui on veut. On ne sait pas si on veut, je ne sais pas moi, des sociologues, est-ce qu'on veut plutôt des gens spécialisés en géographie de l'alimentation, est-ce qu'on veut plutôt des personnes avec une approche socio pour travailler sur les comportements alimentaires. Et là, ils vont faire plutôt une sorte d'appel à candidature. Et puis, on peut imaginer ce qu'on veut. Il y en a qui demandent un petit document de réponse avec une première proposition de sujet de thèse, un document de 5 pages. Il y en a qui vont faire des entretiens traditionnels et puis qui vont essayer d'orienter un petit peu la personne. Alors, c'est vrai que pour les structures, c'est quand même un processus qu'il faut bien penser quand vous faites ça, quand vous n'avez pas encore le doctorant que vous souhaitez recruter, parce que vous allez vous engager pendant 3 ans avec quelqu'un. D'où aussi l'importance du stage comme ça, c'est que ça permet un petit peu de s'essayer, ça fait une petite période d'essai. Et il y a des fois des structures, lorsqu'elles peuvent se le permettre financièrement, qui font un petit CDD en attendant le dépôt du dossier ou un petit temps partiel ou quelque chose comme ça. Mais là encore, c'est bien, déjà, c'est un peu de temps gagné pour commencer sa thèse. Et puis, c'est un peu une période d'essai pour tout le monde. J'insiste bien pour que tous les acteurs puissent un petit peu
s'essayer à ça. Sur le plan des documents administratifs, alors vous n'êtes pas seul, hein, tu l'as bien dit Inès, vous êtes entouré qui par le labo, qui par 1000 doctorants, par la structure, mais c'est important de ne pas rester seul, de bien demander à ce que ce document soit fait avec toutes les parties prenantes. Et enfin, je voulais te demander, Inès, tu as commencé à parler du fait que toi, la doctorante, tu es le trait d'union entre le laboratoire et la structure d'accueil, que tu es là aussi pour bousculer un petit peu, pour remettre en question, pour discuter, pour transmettre de l'information et Mmh. de la connaissance que tu crées. Alors, comment ça se passe d'arriver dans la structure? Comment est-ce qu'on se fait connaître? Et ensuite, comment est-ce qu'on crée un petit peu cette émulation autour de soi? Alors moi, je vais vous parler de mon expérience à 2 mois à peu près, donc c'est vraiment, le tout début, hein. Hem, je pense que ce qui est important effectivement, cette idée de trait d'union, alors là, du coup, c'est aussi important de bien fixer des réunions aussi entre l'encadrement, scientifique côté laboratoire et l'encadrement professionnel côté entreprise, d'avoir ces moments de restitution où en fait, on est de restitution et d'échange parce que la thèse évolue. Enfin, le sujet de thèse, il est pas figé non plus. C'est ça aussi je pense qu'il faut dire, c'est c'est normal. Enfin, là, moi, déjà, au bout de 2 mois, je vois qu'il y a des choses qui vont sûrement évoluer et de bien faire ce lien, enfin, cette idée, ouais, d'intermédiaire, c'est aussi que de bien donner à voir que le temps de la recherche, c'est pas le temps, en fait, de l'opérationnel, de la conduite des projets en entreprise et donc c'est important de donner à voir ça, de dire: «Bah, moi, effectivement, dans 6 mois, je me suis engagée à produire ce livrable-là, mais entre-temps, je vais faire des entretiens, je vais m'enrichir et donc peut-être que le sujet que je vous ai présenté aujourd'hui, bah, il va un peu évoluer par rapport à d'autres, enfin, à ce qui était initialement prévu et sur cette idée aussi de comment on fait le lien, par rapport au monde entre monde de la recherche et monde, professionnel. Moi, en tout cas, j'ai la chance de pouvoir, d'avoir en fait, côté entreprise, la chance de pouvoir suivre des programmes de recherche, d'autres programmes de recherche, sur lesquels s'est engagé en fait, SNCF Immobilier et donc c'est assez chouette parce que ça m'enrichit aussi, sur mon propre sujet, de recherche et aussi encore une fois, je suis pas dans du pilotage, dans une chefferie de projet d'une certaine manière. Je suis des programmes de recherche dans lesquels ma structure s'est engagée et donc ça me c'est enrichissant et ça me permet aussi de transposer, peut-être certains vocabulaires, certaines méthodes, heu, à mes collègues, côté entreprise. Merci Inès pour toutes ces infos. N'hésitez pas à poser vos questions. On a encore 5 minutes devant nous. Peut-être dernière chose pour Inès, quel conseil du coup tu donnerais à ceux et celles qui souhaitent démarrer une thèse CIFRE? Mmh. Peut-être une ressource dont tu nous avais parlé quand on s'était parlé, que voilà, pour se familiariser aussi à la thèse CIFRE. Mmh. Quel conseil tu donnerais aussi à une collectivité ou à une structure qui voudrait accueillir? Alors, je vais te faire une réponse en 2 temps. 1°, on n'a pas forcément parlé, on me l'a évoqué sur ces périodes de l'entre-deux, du moment où on est diplômé au moment, où on commence une thèse CIFRE. Alors là, je parle vraiment dans le cas de quelqu'un qui fait une thèse juste après, enclenche une thèse juste après avoir été diplômé, mais il y a aussi plein de gens qui font une thèse et qui ont déjà travaillé pendant 5-6 ans, hein. Je n'exclus pas ces gens-là. Mais juste cette période d'entre-deux, en tout cas quand on est diplômé étudiant et qu'on attend la réponse de la NRT, faut vraiment se dire, moi et je l'avais d'ores et déjà en tête, c'est qu'il faut compter souvent 1 an. Et ça, c'est quand même important de le dire. Et cette période de l'entre-deux, je pense qu'il faut le mettre à profit. Enfin, il faut mettre à profit en fait cette période. Alors en l'occurrence, on peut pas non plus s'engager sur, prendre un poste, j'ai envie de dire, qui a une grosse charge de travail. Il faut pouvoir trouver un juste équilibre et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les laboratoires de recherche, souvent, ils engagent aussi des ingénieurs d'études sur des programmes de recherche et je trouve que alors moi, ça a été, la chance que j'ai eue. J'ai pu travailler pendant 5 mois en laboratoire et en fait, ça m'a permis aussi de me familiariser, de m'acculturer d'une certaine manière avec la manière dont un laboratoire de recherche fonctionne et c'est hyper important parce que, je pense qu'il y a quand même 2 choses qui sont un peu déroutantes quand on commence une thèse CIFRE. C'est, comprendre le fonctionnement de l'entreprise dans lequel ou de la collectivité dans laquelle on arrive et ce qui est pas aisé parce qu'il y a des complexités organisationnelles, de savoir, vraiment le champ des périmètres dans lesquels on se trouve dans la direction ou le service, qu'importe que ce soit une grande entreprise, hein, ou une collectivité et puis deuxièmement, de comprendre comment fonctionne le monde de la recherche, un laboratoire et une école doctorale. Enfin tout ça, c'est complexe et ça, c'est une chance et sans avoir nécessairement, un
un poste d'ingénieur d'études ou quoi que ce soit, surtout de se renseigner, de mettre à profit ce temps en fait de latence pour se renseigner. Alors se renseigner, demander déjà à ses directeurs de thèse, c'est hyper important parce que c'est la première porte d'entrée. Et puis ensuite de se rapprocher d'autres doctorants, ça c'est primordial pour moi parce qu'ils sont de précieux conseils. Les représentants des doctorants aussi qui sont souvent là pour apporter des conseils, même si on sait que la thèse commence dans 2-3 mois, et ben, on peut essayer de prendre contact et puis ils ont souvent des guides pour comprendre le fonctionnement d'un laboratoire. Et puis du côté entreprise, alors tu me posais du coup Anna, je réponds à ta deuxième question, qui est comment est-ce que aussi on prépare d'une certaine manière l'arrivée d'un thésard CIFRE au sein de sa structure, collectivité ou entreprise ou association. Je pense qu'il faut maintenir aussi ce dialogue entre le temps où on a commencé à faire on a élaboré un projet de recherche, où on l'a déposé à la NRT mais c'est pas encore validé. Je pense de continuer à échanger régulièrement, même si c'est pour se donner des nouvelles un peu de temps en temps, pour ne pas être déconnecté au moment où on revient, on arrive dans la structure d'accueil. Voilà, c'est un peu le conseil que je donnerais, de surtout maintenir un dialogue en fait et avec une diversité d'acteurs. Merci beaucoup, Inès. Merci beaucoup Inès. On va se donner 5 minutes pour vous présenter 2-3 ressources. Inès, tu restes bien sûr avec nous parce que n'oubliez pas, alors j'ai vu des mains qui se levaient, peut-être comme moi, vous êtes juste trompé de bouton, vous avez appuyé sur augmenter un moment, sachant qu'on ne veut pas poser de questions comme ça, mais je rappelle qu'on a toujours notre rubrique questions et réponses. Et si vous avez des questions, des détails, des choses que vous souhaitez demander à Inès, profitez-en. Il y a beaucoup de points qu'on n'a pas eu le temps d'évoquer, évidemment, parce que ça va toujours très vite, mais c'était très chouette, Inès, pour cette partie vraiment mise en place, les bonnes choses à avoir en tête, tout ça, et d'avoir ton retour là-dessus sur une doctorante qui débute juste aussi. Et donc, je pense que tu analyses, c'est chouette, les choses dans le moment où elles arrivent, et c'est assez important et précieux pour nous d'avoir ça. Anna, je te laisse dire un petit mot des ressources MILDoc justement. Donc, on a beaucoup parlé retour d'expérience côté doctorante ici pour les structures d'accueil potentielles. Allez lire, allez écouter les témoignages qu'on a. Prenez contact avec nous pour vous faire aussi un petit peu une idée, bien savoir dans quoi vous vous embarquez. C'est quand vous faites une CIF, c'est assez important. Tout à fait. Inès, tu parlais de guides au sein même des laboratoires pour présenter les structures, les laboratoires, les écoles doctorales. Au sein de 1000 doctorants, on a effectivement un certain nombre de ressources qui vous permettront du coup de connaître un peu plus le monde des collectivités, des associations, la thèse CIFRE en sciences humaines et sociales. Ces guides, ils ont été réalisés avec des témoignages de doctorants dans notre réseau. Donc, n'hésitez pas à les consulter. Ils sont en PDF sur notre site internet. On a tout sur notre LinkedIn aussi. Plus récemment, pour les 5 ans, on a aussi mobilisé quelques doctorants et doctorantes pour la réalisation de posters. Donc, c'est vraiment pour présenter leur projet. Ça vous permettra aussi d'identifier, du point de vue doctorant, qu'est-ce qui est aussi important de mettre en avant quand on réalise un projet de thèse CIFRE. Et puis, on a tout un tas d'autres de ressources, des podcasts, des articles, des témoignages. Donc, n'hésitez pas vraiment à nous contacter, d'aller lire tout ça sur notre site internet, qui est aussi notre plateforme. Et si vous avez des questions, on est vraiment disponible pour répondre à vos questions. Pour information, notre agenda des prochaines semaines, c'est là où vous pourrez nous retrouver. Vous pouvez nous retrouver aussi toutes nos informations sur LinkedIn. Et je vais remettre la partie aussi contact, mais c'est moi qui vous répondrai si vous avez des questions. Comme disait Paul, on a plein de sujets qui n'ont pas été évoqués, mais ça, c'est vraiment aussi parfois et souvent du cas par cas sur les cofinancements, sur le reste à charge, si vous êtes en poste déjà ou si vous êtes à l'étranger. C'est des choses vraiment sur lesquelles on peut vous accompagner, mais plutôt par téléphone, en visio ou même dans nos locaux ici à Paris. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Vous avez ici mon contact. Je vous le remets juste là. Et on vous remercie vraiment d'avoir été présent et présente à ce webinaire. Le replay va être disponible du coup sur notre plateforme, donc sur notre site internet et sur le LinkedIn et sur le YouTube de ESAM Université. Donc voilà, on se donne rendez-vous bientôt et pour ceux et celles qui voudront développer un projet de thèse CIFRE et on vous accompagnera au mieux dans ces projets-là. Et merci beaucoup à Inès d'avoir été présente. N'hésitez pas à la contacter si vous avez des infos Et qui a un petit sur mot à la dire SNCF. encore. Ouais, et si je peux juste me permettre, parce que tout le travail que vous faites est très précieux,
Et effectivement, on n'a pas parlé du CNJU qui est partenaire de 1000 doctorants, mais juste pour évoquer quelques mots, le CNJU, donc c'est le Collectif national des jeunes urbanistes, et très récemment, on a analysé une enquête sur les doctorants en urbanisme et aménagement avec un volet sur les doctorants en CIFRE, et on voit qu'il y a vraiment une vraie effervescence aussi autour de ce dispositif, et puis qui favorise aussi par la suite l'insertion professionnelle des docteurs. Donc on publiera prochainement cette synthèse d'analyse de cette enquête qui a été menée avec l'apéro. Et voilà, nous, on est assez convaincus que cette approche par le terrain et expérimentation aussi nourrit la pratique professionnelle. Donc, super que tous ces dispositifs et suivis de la thèse CIFRE existent. Merci beaucoup Inès, à la fois pour ces mots sur le CNJU, vos activités, pour ta participation et tout ça. C'était vraiment super de pouvoir t'avoir avec nous aujourd'hui. Je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là maintenant. J'espère qu'on a pas mal débroussaillé le sujet pour celles et ceux qui étaient vraiment profanes sur ces questions de tes chiffres. On est bien sûr à disposition, enfin Anna, puisque moi je ne serai plus là, mais pour en discuter, et on vous fait parvenir dans quelques jours enfin, comment dire, le PowerPoint sera téléchargé sur la plateforme, on fera un petit mail pour vous prévenir. Encore une fois, n'hésitez pas à écrire sur le mail de Mildoc ou d'Anna. On fait en sorte de répondre le plus vite et le mieux possible à vos questions. Merci encore et à très bientôt. Au revoir. Au revoir, bonne journée à tout le monde.